Salut YouTube et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je remercie Fire Support qui m'a envoyé cet exemplaire du FAMAS SV de chez Tokyo Marui. C'est la première fois que je fais un partenariat avec Fire Support, donc si vous ne connaissez pas, c'est un site anglais avec un catalogue qui est, je trouve, plutôt intéressant. Donc pour l'anecdote, le partenariat s'est mis en place parce que, a priori, Yann, un salarié de chez Fire Support, a parlé de moi à son patron, et donc le patron m'a contacté, il m'a proposé de regarder dans le catalogue si quelque chose me plaisait, et eh bien effectivement j'ai trouvé quelque chose qui m'a plu dans le catalogue. Il s'agit de cette réplique, le FAMAS SV Tokyo Marui. Je vous expliquerai un petit peu tout à l'heure pourquoi. Et donc ils me l'ont envoyé gratuitement, et puis je les remercie beaucoup pour ça, et je remercie en particulier Yann, sans qui certainement cette vidéo ne se serait pas produite. Fire Support, je disais, c'est un site en anglais, le lien est dans la description de la vidéo, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Et bien sûr, comme c'est un site anglais, les prix sont indiqués en livres. Par exemple, cette réplique, elle est disponible pour 205 livres. La livre étant plus forte que l'euro, bon je connais pas les taux par cœur, mais 205 livres, ça doit être 250 € à peu près. Alors je vous disais que cette réplique, elle me donnait très envie. J'ai fait un petit peu de 3615 My Life, si ça vous intéresse pas, je peux tout à fait comprendre. Consultez le sommaire dans la description de la vidéo éventuellement, pour pouvoir accéder directement à la partie de la vidéo qui vous intéressera. Donc pour la petite histoire, moi j'ai découvert l'existence de l'airsoft au tout début des années 2000, donc j'avais 12-13 ans à l'époque, et donc j'étais très intéressé par l'airsoft, mais comme c'est interdit aux mineurs en France, j'ai patiemment attendu d'être majeur, ce qui m'a pas empêché d'essayer de trouver des informations, notamment sur les forums, ce genre de choses. Et pendant très longtemps, j'étais persuadé que cette réplique, ce serait la première réplique que j'achèterais, en tout cas la première réplique de fusil d'assaut. Et ce qui est amusant, c'est que même à cette époque-là, lorsqu'on lisait les reviews, eh bien les gens considéraient que c'était une réplique un petit peu vieillissante et que c'était plus forcément une réplique très intéressante, même à cette époque, donc même il y a plus de 20 ans. Moi, ça m'avait pas découragé, j'avais très envie d'avoir cette réplique parce que tout le monde voulait un M4, et moi, comme je suis un sale hipster, j'avais envie d'avoir quelque chose d'un petit peu différent que les autres. Et j'avais aussi très envie d'avoir cette réplique, tout simplement parce que c'est le fusil utilisé par Solid Snake dans Metal Gear Solid 1. Et le jour de ma majorité est arrivé, et j'avais économisé un petit peu d'argent, et ce jour-là j'ai acheté ma toute première réplique. C'était un Tactical Master Tokyo Marui, que j'ai acheté à prix d'or, beaucoup trop cher, dans une armurerie de ma ville natale. Donc c'était la première réplique d'une longue série, mais à cette époque-là, la plupart des répliques que j'achetais, c'était des répliques d'occasion, pour des raisons évidentes de coût. Tant et si bien que j'avais envie d'avoir le FAMAS SV, mais j'ai jamais eu une occasion qui s'est présentée à moi, et puis le temps a passé, mes goûts ont changé, et à ce jour, je n'avais encore jamais possédé de FAMAS SV. Et ça me fait un petit quelque chose quand même, ça peut avoir l'air un peu cucu, mais aujourd'hui, recevoir cette réplique et pouvoir vous la présenter, sachant que lorsque j'avais 12-13 ans, c'était la réplique dont je rêvais, c'est un peu comme si j'étais à nouveau un gamin et que je recevais un super cadeau pour Noël, quoi, et ça fait plaisir. Donc on va regarder tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Donc c'est du packaging d'époque, ça ressemble pas du tout au packaging des productions Marui les plus récentes. Il y a du bon gros polystyrène tout pourri que j'aime pas du tout, mais bon, on fait avec. Electric Power, et là on a le moteur EG560, ça fait vraiment vintage quand je le dis comme ça, ça fait drôle. Allez, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Hop. Alors, les consignes de sécurité habituelles, le mode d'emploi qui est commun au modèle F1 avec les éternelles indications, les dessins qui sont très clairs. C'est full japonais, enfin avec un petit peu d'anglais quand même, mais on comprend, ça se comprend bien d'une façon générale. Et donc nous avons la réplique bien sûr, le bouchon rouge de sécurité. Ici nous avons un emplacement pour les batteries, mais il est vide. Ici nous avons alors un adaptateur qui va de Tamiya large à Tamiya mini, puisque d'origine il s'agit d'un connecteur en Tamiya large. Donc là le sachet est vide tout simplement parce que le connecteur il est installé déjà à l'intérieur. Ici nous avons un petit échantillon de billes, et là nous avons l'outil qui permet à la base de remplir les chargeurs, parce qu'à cette époque là les bébés loaders n'existaient pas. Je crois que le bébé loader est une invention de Tokyo Marui aussi, soit dit en passant. Alors on va retirer la réplique, on va retirer le bouchon rouge. Ah, et j'oubliais, oui, il y a
petit jet de nettoyage slash débourrage qui est ici également. J'ai pas mal de choses à dire en tout cas au niveau de son historique, on va dire. Donc je disais tout à l'heure, même au début des années 2000, on considérait que c'était une réplique qui commençait à être un peu vieillissante, et pour cause. Cette réplique, elle date de 1993, si je ne vous dis pas de bêtises. C'est un fait relativement connu que le premier AEG de chez Tokyo Marui, c'est un peu un pléonasme, le premier AEG tout court, puisque c'est Tokyo Marui qui a inventé l'AEG, c'était en 1991, et c'était une réplique du FAMAS F1. Donc littéralement, le premier AEG qui a existé, c'était une réplique du FAMAS. Et ce modèle est sorti quelques années plus tard, et ce qui est amusant, c'est que c'est l'un des premiers modèles de chez Tokyo Marui qui disposait d'un hop-up de série, en tout cas à ma connaissance, parce que le FAMAS F1 date de 1991, et je crois que l'invention du hop-up date de 1992 ou 1993, un truc comme ça. Ce qui fait que les tout premiers les FAMAS F1 Tokyo Marui, ils n'avaient pas de hop-up. Ce FAMAS, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça n'est pas une réplique du FAMAS G2, puisque le FAMAS G2 est encore un petit peu différent. SV, ça signifie super version, donc c'est un genre de pseudonyme que Tokyo Marui a donné à ce modèle. Et l'idée, c'est que c'est a priori une réplique du FAMAS G1, même si en réalité c'est très difficile de trouver des informations sur le FAMAS G1, donc je vous livre ce que moi j'ai compris, mais je ne garantis pas que c'est absolument la vérité. Donc le FAMAS F1, que vous connaissez tous, qui est le modèle utilisé par l'armée de terre, enfin, qui était utilisé par l'armée de terre jusqu'à il y a encore pas très longtemps lorsqu'il a été remplacé par le HK416. Donc le modèle F1, il date je crois de la fin des années 70, et c'est une arme qui coûtait très cher à produire, ce qui du coup a fait que on n'a pas réussi à le vendre à l'étranger. Et dans les années 90, ils se sont dit qu'ils allaient essayer de réduire les coûts au maximum pour pouvoir peut-être intéresser plus facilement les acheteurs étrangers. Donc ils ont enlevé des tas de choses sur le FAMAS F1, ils ont enlevé le bipied, ils ont enlevé la possibilité de tirer des grenades à fusil, il n'y a plus de cannelure sur le canon. Je crois qu'ils ont enlevé le système qui permettait de faire des rafales de 3, et ils ont aussi modifié le ponté. C'est-à-dire que sur les FAMAS F1, on a un petit ponté en métal qu'on peut faire pivoter au cas où on a besoin d'accéder à la détente en portant des gros gants. Ils ont viré ce système et ils ont fait en sorte qu'on ait simplement un énorme ponté directement moulé dans le corps, ce qui est plus économique à produire. On a aussi une légère différence au niveau du garde-main. À l'avant ici, l'idée, je suppose, c'est que c'est supposé empêcher la main de pouvoir accéder au canon lorsqu'on tire. Bon, est-ce que c'est une bonne idée ou pas, je ne sais pas trop. Et donc, le FAMAS G1, c'était en gros, a priori, ce système, c'était supposé être moins cher, et ça devait être un modèle d'export en quelque sorte. Mais à ma connaissance, ça n'a jamais bien fonctionné. En réalité, je ne sais même pas si c'est un vrai modèle qui a vraiment existé, qui a vraiment été produit, qui a vraiment été vendu, ou est-ce que c'est resté un modèle qui est resté un prototype et qui existe peut-être en quelques exemplaires à l'heure actuelle dans des armoires quelque part rangées. Je ne sais pas. Ensuite, on a le FAMAS G2, qui est un petit peu plus connu, même s'il est beaucoup plus anecdotique par rapport au FAMAS F1. Le FAMAS F1, je pense qu'il y a eu genre 300 000 ou 400 000 exemplaires produits. Le FAMAS G2, qui est une version un petit peu modernisée du FAMAS G1. Donc les différences par rapport à ce modèle, ça va être le corps, qui je crois n'est plus en fibre de verre, mais en fibre de nylon, il me semble, je ne suis pas totalement certain. On a le retour du bipied et de la possibilité de tirer des grenades à fusil, puisqu'il a été rajouté sur le FAMAS G2. Et la plus grosse différence, c'est le magwell, puisque le FAMAS G2 est conçu pour être compatible avec les chargeurs Stanag, donc les chargeurs de M4, grosso modo. Il y a aussi une histoire de rayures de canon, je crois. Alors ça, c'est des informations que je vous dis de tête, donc je ne suis pas du tout sûr de moi, mais l'idée c'est que le FAMAS F1, donc il tire du 5,56, mais il a besoin d'utiliser ses propres munitions. Il n'est pas vraiment compatible avec le 5,56 autant, parce que le FAMAS F1, comme l'action du mécanisme est très violente, il a besoin d'avoir des cartouches avec des étuis en acier, sinon ça a tendance à produire des malfonctions. Et il y a aussi une histoire, donc je disais, de rayures au niveau du canon, parce que à la base le FAMAS F1 avait été conçu pour être utilisé avec une munition, avec un projectile qui était plus léger que le standard OTAN, et quand on essaie du coup de tirer des munitions OTAN dans un FAMAS F1, les rayures du canon font que le projectile a du mal à être stabilisé, et donc ça produit un résultat qui n'est pas optimal.
Et donc sur le FAMAS G2, bah, ils ont changé ces éléments de façon à rendre l'arme compatible avec les munitions auto. Donc ce qui est amusant, c'est un petit peu de s'attarder sur les dates, puisque je disais tout à l'heure que le FAMAS SV, donc le modèle Tokyo Marui, date de 93, tandis que le FAMAS G2, je crois qu'il date de 1994. Il me semble qu'il a été acheté par la Marine en 1995, sachant que la Marine, bah, c'est du coup le seul utilisateur du FAMAS G2, en tout cas à ma connaissance. Et le FAMAS G2, bah, c'est mon modèle préféré. J'adore le look du FAMAS G2. Je sais que c'est pas une opinion très répandue, mais c'est vraiment mon modèle préféré, le FAMAS G2. Et, en particulier, c'est très difficile de trouver des vidéos du FAMAS G2 en train d'être utilisées. Il y a une poignée de vidéos sur YouTube montrant un FAMAS G2 en pleine utilisation. Et pour l'anecdote, l'une de ces vidéos, eh bien, c'est une vidéo de Thibaut InShape. Là il est en rafale de... Ok, fin de chargeur. Je passe la silhouette. Ah, ok. Rafale illimitée. Ah tiens. Encore. Ouais. Ouais. Bien. Ok. C'est bon, fin de chargeur. C'est bon. Ok. Wouh, merci beaucoup. Merci Julien. Donc j'ai rien contre Thibaut InShape, mais vu toutes les excellentes chaînes d'armes à feu qui existent sur YouTube à l'heure actuelle, je trouve ça un peu curieux que l'une des très rares vidéos du FAMAS G2 ce soit dans une vidéo de Thibaut InShape, quoi. Alors il y a une petite partie de moi qui rêve d'avoir une réplique de FAMAS G2, mais je me doute bien que malheureusement ça n'arrivera jamais, puisque personne ne serait intéressé par une réplique de FAMAS G2 malheureusement, quoi. Et pourtant c'est une réplique qui marcherait tellement bien, notamment en EBBR Tokyo Marui. Moi je verrais bien un EBBR Tokyo Marui FAMAS G2 avec le levier d'armement qui bougerait à chaque tir, qu'on aurait besoin d'actionner après la fin d'un chargeur. Non, vraiment ce serait cool, je trouve. Voici le FAMAS SV Tokyo Marui, donc avec sa finition d'origine, j'ai envie de dire, avec le plastique qui, je dois être honnête, est quand même pas fifou. Là encore ça va parce que la réplique est toute neuve, mais les plastiques Marui utilisés à cette époque-là, ils ont tendance à pas très bien vieillir, ils deviennent relativement brillants. On va faire un petit peu le tour. Donc on a des petits marquages ici, FAMAS 556 F1, alors c'est marqué F1, c'est pas marqué SV pour le coup, SP 873, là on a le logo ASGK, ici on a un. Alors ça c'est en rapport avec le sélecteur de tir en fait. Là ce que vous voyez c'est la sécurité sélecteur de tir. Donc là il est en mode sécurité. Normalement si je le pousse dans cette direction de façon à ce qu'il soit devant ce marquage, je le mets en semi-auto. Et si je le mets de ce côté là, là nous avons un R pour rafale. C'est quand je le mets donc dans ce sens là. Et donc à droite vous avez du semi-auto, à gauche vous avez du full auto, sauf si votre sélecteur de tir à l'arrière est tourné vers le mode rafale de 3, parce que vous avez le choix entre le mode rafale de 3 et le mode full auto. Ça fonctionne pas comme ça sur la version Marui. Donc là sur le modèle Marui, si je le pousse vers la gauche, en gros je fais simplement retirer la sécurité. Là je peux tirer avec les répliques. Et pour choisir le mode de tir, ça va être avec le levier qui est derrière. Donc vous voyez, vous avez off tout à gauche, donc là c'est mode sécurité. Si j'appuie sur la détente, il ne se passe rien. Au milieu, nous avons du semi-auto, et tout à droite, nous avons du full auto. En aparté, on a aussi un petit loquet que vous voyez ici. Ça permet voilà, de débrayer la réplique, la tension des ressorts à l'intérieur. Je ne sais pas si vous avez entendu. C'est une option qui était, je pense, plutôt rare à cette époque-là. C'est plutôt cool qu'elle y soit. Il n'y a pas forcément énormément de choses à dire en matière d'ergonomie, à part que peut-être c'est un bullpup. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, l'idée c'est que toute l'action se situe derrière la poignée et la détente, ce qui permet d'avoir un canon relativement long par rapport à la longueur totale de la réplique. En gros, votre canon, il est de là jusque là à peu près, quoi. C'est l'intérêt des bullpups. Le désavantage des bullpups en airsoft, ça va être que le maniement au niveau des chargeurs va être peut-être un petit peu plus compliqué, puisqu'il va falloir venir ici pour manipuler le chargeur plutôt que devant la poignée. Donc ça, c'est vraiment un tout petit souci. Sur un vrai, ce serait plutôt tout ce qui est éjection des étuis qui est un problème, parce qu'évidemment, ici, l'éjection des étuis va se faire à ce niveau, au niveau du visage. Donc quand vous tirez en droitier, eh ben, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous voulez changer d'épaule, vous ne pouvez pas. Sur un vrai FAMAS, il est possible de changer la direction de l'éjection des étuis, ce
qui nécessite un démontage de la culasse, ça peut pas se faire à la volée. Là, sur la version Airsoft, si vous avez envie d'un modèle gaucher, il suffit de changer la position de ce cache en plastique, et là voilà, je vous avais passé la réplique en mode gaucher. Ce cache, il permet également de cacher la molette de réglage du hop-up, et donc comme c'est indiqué ici, si vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre, vous augmentez l'effet hop-up, et si vous tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, vous réduisez l'effet hop-up. Donc la réplique est naturellement ambidextre en quelque sorte. Regardez, on a la tache sangle à gauche qui est également à droite, la tache sangle à gauche ici qui est également à droite. On a le levier qui permet de désenclencher le chargeur qui naturellement peut s'utiliser des deux côtés. Pour information, le fait de simplement appuyer sur le levier, ça ne fait pas tomber le chargeur, il faut vraiment venir tirer le chargeur, sinon il ne tombe pas. Le seul problème, ça va être un petit peu au niveau de la sécurité du coup, puisque il faut la pousser du côté gauche, ce qui lorsqu'on est droitier se fait relativement bien puisqu'on peut se servir de l'index et de pousser comme ça. Quand on est gaucher, c'est un peu moins pratique puisqu'il faut soit venir utiliser la main droite pour désenclencher, soit éventuellement en tirant comme ça, mais ouais, je dois reconnaître que c'est quand même pas très pratique. On peut regarder un petit peu les organes de visée, donc ça reproduit, il me semble, assez bien les organes de visée du vrai, c'est-à-dire que vous avez en gros plusieurs œillets différents, donc vous pouvez tous les relever comme ça ou retirer ceux que vous voulez retirer. En gros, vous avez un œillet qui est un peu plus gros que l'autre selon le type de précision que vous voulez avoir. Évidemment, plus il est gros, plus l'acquisition est rapide, mais moins ce sera précis et inversement. Et si vous désactivez les deux, ça vous fait vraiment un très gros trou qui, je crois, sur le vrai, est supposé être utilisé pour le tir de nuit. Il doit y avoir des organes de visée au tritium ou phosphorescent ou un truc comme ça. En airsoft, ça vous permet éventuellement d'avoir un très gros trou si vous voulez vous en servir pour viser directement. Vous avez le levier d'armement qui est parfaitement inutile, il ne sert à rien. Vous pouvez faire mouiller un petit peu avec si vous voulez, mais c'est tout. Et enfin, donc, la batterie se met dans le garde-main, et pour y accéder, il faut pousser le levier ici à gauche là, et encore le pousser à gauche jusqu'à ce que vous entendiez un peu ce bruit caractéristique. Et là, il n'y a plus qu'à tirer sur les garde-mains, ce qui n'est pas forcément très pratique à faire, je trouve. On a un peu l'impression d'avoir besoin de forcer, mais voilà. Donc là, on a le câblage d'origine. Donc comme je vous disais, j'ai déjà installé l'adaptateur, puisqu'à la base, c'est une connectique en tamis à large. Et l'un des points forts de cette réplique, c'est relativement rare pour le souligner, c'est que l'emplacement à batterie, il est vachement grand. Pour le coup, vous pouvez utiliser tout l'espace qui est là, et vous pouvez mettre des batteries qui, pour le coup, sont vraiment mastoc. En somme, voilà, je crois que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire à propos de ce FAMAS SV Tokyo Marui. Et ça me fait vraiment plaisir de vous en parler. Je suis sur un petit nuage, hein. Honnêtement, je suis un petit peu ému. Et du coup, je remercie encore vraiment sincèrement Fire Support pour cette opportunité. N'hésitez pas à leur faire une petite visite. Alors que dire de ce FAMAS SV Tokyo Marui? Je vais essayer d'être objectif, même si ça va être très très compliqué. Alors c'est une réplique vintage, hein, il faut vraiment le considérer comme tel. Est-ce qu'il existe des meilleures répliques de FAMAS sur le marché? Certainement. Je connais pas très bien tous les FAMAS du marché, j'en ai possédé un ou deux des FAMAS, mais pas des modèles très récents. Je pense qu'il y a des modèles Cybergun qui existent avec des corps en fibre de nylon qui seront certainement plus qualitatifs que ce modèle de Tokyo Marui qui est très vieillissant pour le coup. Cependant, juste pour pondérer un petit peu, si vous voulez une réplique qui ressemble un peu à un FAMAS G2 ou une réplique du fusil qui est utilisé par Solid Snake dans Metal Gear Solid 1, là vous n'avez pas tellement de choix, il n'y a pas tellement d'alternatives à ce FAMAS SV Tokyo Marui. Pour information, si vous voulez imiter un petit peu le look du G2, il y a une possibilité. Ça consiste tout simplement à modifier des chargeurs de M4. On peut voir que le verrouillage se fait grâce à ce petit trou sur le devant du chargeur. Et en gros, si vous prenez un chargeur de M4, que vous faites ce petit trou ici, ça rend vos chargeurs de M4 compatibles avec votre FAMAS. Donc c'est peut-être un peu chiant de modifier les chargeurs de M4 pour ça, mais c'est éventuellement une possibilité, quoi. Donc la réplique, encore une fois, est à 205 livres sur le site de Fire Support. 250 € je pense à peu près. Est-ce que c'est cher? Ou peut-être que c'est un peu cher pour une réplique de ce standard, on va dire, en 2022. Cependant, je pense que ça reste une bonne réplique qui a quand même quelques avantages. Les performances d'origine, en dépit de la faible puissance, sont franchement assez satisfaisantes. Ça reste du Marui avec le hop-up qui d'origine est très très performant.
L'air de rien, l'ensemble est assez rigide, notamment au niveau du canon. Alors, il y a le plastique Marui de l'époque, hein, qui fait qu'on a quand même ce grincement caractéristique, qui est pas très agréable et pas très réaliste, je pense, non plus. C'est du plastique aussi, qui vieillit pas très bien, malheureusement. Il a tendance à devenir très brillant avec le temps. Mais en fait, pour moi, c'est une réplique qui est intéressante potentiellement pour un débutant, ou peut-être en location ou en prêt dans une association, vous savez, parce que c'est une appli qui n'est pas très dure à tenir, qui n'est pas très lourde, qui a des performances sympas, qui n'est pas puissante, donc on réduit les risques de faire mal aux petits copains. Il y a beaucoup de place pour mettre une grosse batterie, donc absolument aucun souci d'autonomie. Donc voilà, j'essaye de trouver des qualités à cette réplique. Maintenant, je vous laisse vous faire votre propre avis à propos du FAMAS SV Tokyo Marui. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine fois pour la vidéo tir du FAMAS SV Tokyo Marui. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!